Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de nous suivre comme chaque lundi. Alors aujourd'hui, on vous parle du cuivre. Le cuivre, que dit la science? Comme chaque lundi, hein, avec Amine. Alors le cuivre, on le sait, c'est un oligo-élément qui est présent dans le corps en quantité infime. Il est le troisième oligo-élément essentiel le plus abondant après le fer et le zinc. On sait qu'il intervient dans la synthèse des catécholamines cérébrales. Il lutte contre le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire également. Il participe à la production du collagène, permet également le transport et l'assimilation du fer et intervient aussi dans la synthèse de l'hémoglobine. On sait qu'il renforce le système immunitaire et nerveux. Il participe à la minéralisation des os et lutte contre l'arthrose et l'ostéoporose. Alors, bonsoir Amine. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ces effets métaboliques? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Vous avez compris, on ne va pas parler de plomberie aujourd'hui, Mhm. plutôt du cuivre dans la santé en général. Ben, les effets, classiquement, tu as bien cité la plupart des effets qu'on a. Ça intervient surtout aussi, pour ajouter à certains des effets que tu avais déjà cités, dans la jonction du collagène avec l'élastine, ce qui est très important, notamment dans le cas du tissu osseux, mais dans d'autres tissus aussi. Au niveau de l'absorption du cuivre, on a une absorption qui se fait différemment des autres oligoéléments et minéraux, parce qu'on sait Mhm. que une bonne partie des minéraux et des oligoéléments est absorbée au niveau du côlon, ou voire au niveau de la dernière partie de l'intestin grêle. Eh bien, par rapport au cuivre, on a une absorption qui se fait au niveau des muqueuses gastriques et au niveau de la partie haute de l'intestin grêle, notamment le duodénum. Donc, l'estomac et le duodénum sont les endroits où le cuivre s'absorbe le plus. Et cette absorption se fait notamment par des transporteurs. Il y en a plusieurs transporteurs. Il y en a quelques-uns qui sont connus et certainement d'autres qui ne sont pas pour l'instant identifiés. Okay. Il y a notamment le CTR1, transporteur du cuivre au niveau des entérocytes, au niveau aussi des cellules de la muqueuse gastrique, mais aussi au niveau de tout un tas d'autres cellules au niveau de l'organisme, puisqu'on sait que l'absorption, c'est juste le fait de faire passer un nutriment à l'intérieur des entérocytes ou à l'intérieur des cellules de l'épithélium gastro-intestinal pour qu'il puisse ensuite passer au niveau de la circulation par le biais de la veine porte. Et donc, une fois que c'est absorbé, il se lie à différentes protéines, différents composés, comme l'albumine par exemple, comme le glutathion aussi. Certains acides aminés aussi peuvent se lier avec le cuivre. Et donc là, on est dans la veine porte. Donc la veine porte, c'est le lien entre l'intestin jusqu'au foie. Et ensuite, il est métabolisé au niveau du foie en l'intégrant à différentes protéines, différentes enzymes notamment, Mhm. etc. Donc il interviendra dans ce sens-là à travers ces enzymes et il interviendra aussi comme cofacteur d'autres enzymes. Donc il interviendra dans la structure même des enzymes, formera des métalloprotéines à cuivre Mhm. et il interviendra aussi comme cofacteur pour d'autres enzymes, par exemple. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'enzymes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu, enfin rentrer un peu plus dans le détail justement sur quelles enzymes tu vas aller se fixer? Oui, bon, pour les enzymes, il y a différentes enzymes. Il intervient dans le cerveau, Mhm. dans la plupart des tissus, dans l'intestin, etc. Et pour donner quelques exemples, il y a des enzymes qu'on appelle des aminoxydases, notamment la MAO, la monoaminoxydase, bien connue pour la dégradation euh, de ce qui est neurotransmetteurs Mhm. notamment, entre autres. Donc la polyaminoxydase aussi, la diaminoxydase aussi, la dégradation de l'histamine par exemple. Donc là, le cuivre est un cofacteur de ces enzymes, ce qu'on appelle les aminoxydases. Il intervient aussi dans des protéines, c'est-à-dire il forme, il compose
moléculairement parlant, des protéines qui interviennent, par exemple, dans le transport du fer. Donc, la céruloplasmine, l'éphaïstine. La céruloplasmine, c'est une protéine qui porte le fer. C'est l'une des protéines qui porte le fer au niveau de la circulation sanguine. Et l'éphaïstine est une protéine aussi qui se lie au fer et qu'on retrouve spécialement dans les entérocytes. Une fois que le fer est absorbé, il se lie avec l'éphaïstine. En tout cas, une partie du fer se lie avec l'éphaïstine pour qu'il y ait donc relagage du fer au niveau de la veine porte. Okay, et donc transport du fer vers le foie. Donc ça, c'est parmi les protéines dans lesquelles on trouve structurellement parlant du cuivre. Le cuivre intervient aussi comme cofacteur dans la chaîne de transport des électrons, c'est-à-dire dans les mitochondries pour produire de l'ATP au niveau d'enzymes qu'on appelle le cytochrome C oxydase. Donc c'est une enzyme qui est vers la fin, qui intervient vers la fin de la chaîne de transport des électrons pour produire de l'ATP. Au niveau également, quoi d'autre? Au niveau des neurotransmetteurs, par exemple, on a la conversion, par exemple, de la dopamine en noradrénaline qui intervient ou qui est catalysée par la dopamine bêta-hydroxylase, qui est une enzyme en fait qui est à cuivre. Donc, qui nécessite du cuivre comme cofacteur. Ce que je disais avant par rapport, par exemple, au collagène et à l'élastine. Donc, le cuivre est parmi les rares cofacteurs qui font fonctionner une enzyme qu'on appelle la lysyloxydase. Cette lysyloxydase permet la liaison entre, non pas selon ce qu'on pense souvent que le cuivre intervient dans la synthèse du collagène, il n'intervient pas dans la synthèse du collagène, il intervient plutôt dans la création de liens, de liaisons entre l'élastine, une protéine aussi qu'on trouve dans la peau, etc., dans les tissus conjonctifs fibreux, etc., et le collagène également, ce qui est extrêmement important pour le tissu osseux. Comme tu disais avant, donc la fragilité osseuse, la déminéralisation osseuse pourrait avoir comme cause donc le manque de ces liaisons entre collagène et élastine, et donc ça pourrait être dû à un déficit en fer, par exemple. Quoi d'autre aussi? Comme je vois que tu es bien bronzé, donc il y a une enzyme qu'on appelle la tyrosinase qui régule la quantité de mélanine produite, donc la mélanine qui donne la couleur de la peau et également la couleur aux cheveux, qui est aussi dépendante du cuivre également. Et on sait également que, en parlant de cheveux et tout ce qui est problème de stress oxydatif, donc qui intervient au niveau des cheveux pour donner des cheveux blancs et tout ça, donc le cuivre est un composant, en tout cas c'est un des 3 oligo-éléments qui font partie de la superoxyde dismutase. Donc la première enzyme qui catalyse la première étape de l'antioxydation. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre exemple? Il y a une enzyme aussi qui s'appelle peptidylglycine monooxygénase, la PAM. Cette enzyme intervient dans la production en général de différents neurotransmetteurs, pas uniquement les catécholamines, la conversion que j'ai citée, dopamine, noradrénaline, mais la plupart des neurotransmetteurs, la plupart aussi des peptides ou neuropeptides qu'on trouve au niveau du cerveau. Donc ça aussi, le cuivre intervient dessus. Donc, et puis, il y a tout un tas d'autres enzymes. On pourrait en citer d'autres, mais ce n'est pas le but ici de faire une liste exhaustive. Alors, tout à l'heure, justement, tu nous parlais des carences en fer. Quels sont les signes d'une carence en cuivre? Les signes, en fait, il y a différents signes qui sont très, en apparence, très différents de nature. Mais si l'on comprend donc ce que j'ai expliqué juste avant par rapport aux enzymes, eh ben, en fait, le déficit en cuivre va produire un déficit soit fonctionnel, soit structurel en ces enzymes-là.
Et donc, ça va produire des signes différents. Par exemple, au niveau ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enzyme de la chaîne de transport des électrons, le cytochrome C oxydase, le déficit en cuivre va produire à ce moment-là de la fatigue. C'est parmi donc les signes cliniques qu'on retrouve dans le déficit en cuivre, qui est dû justement au déficit de cette enzyme. Donc, baisse de l'ATP. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple, par rapport à ce que tu disais avant, par rapport aux eaux fragiles, faibles, déminéralisées, etc. Ça, c'est par rapport à l'enzyme lysyl oxydase, qui va diminuer la liaison collagène-élastine, ce qui va fragiliser les vaisseaux. Par rapport aux problématiques qu'on peut observer, donc les troubles de l'humeur, troubles de mémoire, d'apprentissage, tout ça, c'est par rapport à l'enzyme, la PAM, que j'avais expliqué juste avant, qu'elle intervenait dans les peptides ou les neuropeptides et les neurotransmetteurs, dans leur production notamment, dans la conversion de la dopamine en noradrénaline, donc, etc. Donc, il y a tout un tas d'enzymes qui interviennent surtout au niveau du cerveau. Donc, ça peut expliquer les problèmes de mémoire, d'apprentissage, de l'humeur et tout ça. Il y a aussi d'autres signes comme par exemple une peau pâle, une pâleur, et ça pourrait s'expliquer soit par de l'anémie, et comme je disais, donc le fer est transporté par des protéines qui sont cuivre dépendants, donc on pourrait très bien avoir une anémie due à un déficit à la fois en cuivre et en fer. Alors théoriquement, on peut très bien avoir une anémie due à un déficit en cuivre. Par contre, ce qu'on a dans les études actuellement, c'est uniquement que lorsqu'on a une anémie qui est traitée par du fer, une anémie ferriprive qui est traitée par du fer, et que malgré que les taux de fer sont normaux ou sont en train de se normaliser, qu'on a toujours ce problème d'anémie, du moins au niveau clinique. À ce moment-là, il faudrait peut-être regarder au niveau du cuivre, peut-être qu'en corrigeant cette carence en cuivre, peut-être que ça serait corrigé aussi. Donc, en termes de pâleur du visage, on peut avoir ça, et on peut avoir aussi un déficit en mélanine. Comme je vous disais, la tyrosinase, qui est une enzyme qui intervient dans la régulation de la quantité de mélanine, est cuivre dépendante. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une peau pâle, on pourrait avoir aussi des cheveux gris prématurément, par exemple, et ça serait dû à ce déficit de mélanine, dû à un déficit en cuivre, justement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des problèmes de vision, par exemple. Oui. Les problèmes de vision qui sont cuivre dépendants. Donc, la baisse d'acuité visuelle, notamment, c'est plutôt dû au cerveau, c'est-à-dire c'est neurologique. C'est d'origine neurologique. Et notamment, on a la cytochrome C oxydase, par exemple, on a la dopamine bêta-hydroxylase, on a la superoxyde dismutase. Toutes ces enzymes-là interviennent notamment dans le cerveau. Et quand ces enzymes ne fonctionnent pas correctement, ça impacte fortement la vision, entre autres. Donc, et ce que je disais aussi, donc pour les problèmes d'anémie aussi, on peut avoir un tableau clinique qui peut être qui peut associer différents signes, notamment l'anémie, notamment la baisse de la vision, une dépression, une fatigue, des troubles de la mémoire, une sensibilité au froid, difficulté à marcher par exemple, en tout cas une constitution fragile en général, des maladies fréquentes, des infections fréquentes, etc. Donc ça, on peut dire que ça pourrait être une carence en cuivre, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, dans ces cas-là, l'hypothèse d'un déficit en cuivre pourrait être avérée et il faudrait la vérifier. Donc, voilà, on vérifie toujours, on ne se complémente pas en cuivre sans savoir si oui ou non on est en carence. Exactement. D'accord.
Et donc, dans ce sens-là, par rapport à la vérification, Mhm. bon, on peut faire, il y a des biologie sanguine par exemple, Mhm. mais déjà, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque pour la carence en cuivre. Et les facteurs de risque pour la carence en cuivre, en général, c'est des maladies qui touchent l'estomac et l'intestin. Admettons par exemple la maladie cœliaque, la maladie de Crohn. Là, ce sont des facteurs de risque d'une carence en cuivre. Il y a la fibrose kystique aussi, qui peut impacter les taux de cuivre. Il y a le syndrome de Menkes, ou ce qu'on appelle la maladie de Menkes, okay, qui est une maladie bien connue, qui impacte aussi, qui produit un déficit de cuivre par malabsorption du cuivre spécialement. Et donc à ce moment-là, on voit que le cuivre s'accumule au niveau de l'intestin et au niveau des reins. Et ça produit un déficit important de cuivre au niveau des tissus, des Mhm. autres tissus. Donc c'est l'une des maladies qui est bien spécifique au cuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chirurgie digestive, par exemple, peut produire des bypass gastriques, par exemple, Ouais. peuvent produire des déficits en cuivre. La prématurité aussi, donc des bébés qui naissent prématurément peuvent avoir un risque plus élevé d'avoir une carence en cuivre. Il y a aussi le zinc également. Lorsqu'il y a excès de zinc, en général, excès de prise de zinc et excès de zinc également au niveau organique. En général, on a un déficit en cuivre parce que les deux, en fait, sont en compétition au niveau de l'absorption. Chacun a des transporteurs spécifiques, mais il y a des transporteurs qui sont communs aussi. Donc, ce qui réduit l'absorption de l'un ou de l'autre. Et quand on prend du zinc à dose très élevée, ça peut créer une déplétion en cuivre. Donc ça, Mhm. c'est des facteurs. Quand on a différents signes cliniques, c'est pas un seul signe clinique, bien entendu, vous avez compris, ni deux ni trois, il faudrait qu'il y ait un ensemble de signes cliniques. À ce moment-là, on fait le lien avec les facteurs de risque et on valide l'hypothèse de la carence en cuivre avec, bien sûr, une biologie. Alors ben voilà, comme tu nous parles des carences, ben, une double question, c'est, parce que ça viendra à mon avis si je ne la pose pas, c'est quels sont les apports nutritionnels qui seront conseillés et dans quoi est-ce qu'on retrouve le cuivre? Les apports nutritionnels, c'est entre 1 gramme et 1 gramme et demi à peu près. Mhm. Qu'est-ce que j'ai dit? Je retire ce que j'ai dit. Donc, c'est Mhm. 1 à 1,5 mg. Milligrammes, oui. 1 mg à 1 mg 5. 1 gramme, c'est de la plomberie, hein. Et puis, pour les femmes allaitantes et enceintes, c'est 2 mg. Donc ça, c'est par rapport à l'apport nutritionnel journalier. Et puis, dans l'alimentation en général, on trouve le cuivre au niveau de la pomme de terre, par exemple, au niveau des Oui. légumineuses, les haricots, etc. Au niveau des graines, graines de tournesol, par exemple, au niveau également des légumes verts, au niveau des cacahuètes, du cacao, Mhm. chocolat noir. Donc voilà, donc ça, c'est les aliments qui contiennent le plus de cuivre, on va dire. Ça, c'est interpellant. Enfin, c'est marrant parce que en préparant le sujet tout à l'heure, je suis allé chercher un peu et j'ai remarqué que la vodka est placée deuxième dans les apports en cuivre. Ah oui, Alors, je ne dis d'accord. pas qu'il faut boire beaucoup de vodka, mais, mais ça m'arrangeait de le savoir. Les, Euh, les Russes, dans ce cas, sont les champions probablement. du cuivre à ce moment-là. Il faudrait aussi faire remarquer que les produits bio, ça Mhm. c'est très important de savoir, dans les produits bio, on utilise, en général, il y a un cahier de charge et on ne peut pas utiliser n'importe quoi au niveau des engrais. Et souvent, on utilise beaucoup les engrais à cuivre. Et dans la dernière étude, je ne me souviens plus exactement de quand est-ce qu'elle a été publiée de Santé publique France. Ouais. Je crois que c'est 2019 ou 2018, si je me souviens bien, donc on pourrait vérifier. Il y avait donc une étude à grande échelle sur les pays européens, le Canada et les États-Unis, sur l'intoxication aux métaux toxiques, métaux lourds, halogènes, etc., y compris le cuivre.
Alors, il y a différents résultats, etc. Vous pourrez chercher l'étude pour voir les résultats en détail, mais quelque chose qui est très interpellant, c'est que les gens qui avaient des préférences pour le bio, de consommer plus de bio, donc étaient ou avaient en tout cas des taux de cuivre très élevés, étaient en excès de cuivre. Alors que les autres, ceux qui ne consommaient pas forcément du bio, étaient en excès d'autres choses. Donc cadmium, arsenic, mercure, etc. Et donc, entre parenthèses ici, les Français étaient les plus intoxiqués en métaux lourds, métaux toxiques. Donc l'un des résultats de cette étude. Donc, on parlera des excès après, mais justement, j'ai une question sur les déficits de Mathilde qui nous demande si le molybdène pris en continu peut faire baisser le cuivre. Et c'est ce que j'allais dire. Donc, le molybdène, justement, est un chélateur du cuivre. Ouais. Donc, le zinc peut faire baisser le cuivre, pas par chélation, mais juste parce que ça empêche le transport cellulaire à l'intérieur de la cellule du cuivre, mais le molybdène peut produire une chélation du cuivre. Et d'ailleurs, on a plusieurs médicaments à base de molybdène, justement, qui permettent de faire la chélation du cuivre. Alors, tu nous as parlé des déficits. Quels sont les signes maintenant d'un excès? Les signes, tu as différents signes. Tu as les vomissements, par exemple. C'est les signes classiques, en fait. Douleurs musculaires, diarrhée, vomissements, dyspnée, fatigue, et ainsi de suite. Et puis, il peut y avoir aussi, dans des cas d'intoxication très graves, des dommages hépatiques, par exemple, au foie. Il peut y avoir aussi des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, voire le décès. C'est pas maintenant, ça c'est des doses très importantes de cuivre prises sur le long terme, mais en général c'est les signes classiques que je t'ai dit, donc des troubles gastro-intestinaux avec diarrhée, vomissements, nausées, douleurs musculaires, etc. Donc ça c'est les signes, on va dire d'un excès en cuivre. Maintenant, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Wilson, justement, qui est une maladie où on a une accumulation importante du cuivre. Donc, c'est une maladie aussi spécifique par rapport au cuivre. Où on a une accumulation du cuivre dans différents organes. Donc, une accumulation excessive de cuivre dans les yeux, par exemple, dans le foie, dans le cerveau, etc. Et donc, c'est une maladie très invalidante qui en général apparaît déjà à la naissance, très tôt. Et puis, en général, la durée de vie de celui ou celle qui a cette maladie-là, elle est de quelques années en réalité. Donc, ça, c'est une maladie en rapport avec le cuivre, c'est une maladie génétique. Donc, et puis également, il y a tout ce débat autour du cuivre par rapport au cancer. Parce qu'on a des résultats très contradictoires au niveau des études. Il y a des hypothèses pour expliquer la contradiction au niveau des résultats, mais l'effet au niveau des études, c'est que les thérapies de chélation du cuivre, des médicaments qui permettent de chélater le cuivre, ont un effet, ou auraient apparemment un effet antitumoral, ou en tout cas contre le développement des tumeurs, la croissance des tumeurs, mais en même temps, on trouve des études sur l'effet antitumoral du cuivre. Donc, notamment, par exemple, il y a une étude sur le cancer du côlon, où, à travers cette étude, bien sûr, ce n'est pas suffisant pour dire que le cuivre a un effet anticancéreux, mais ça montre déjà que ça ouvre une porte, que le métabolisme du cuivre est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et qu'on ne peut pas le classer comme ceci ou comme cela. Et c'est exactement la même chose par rapport au zinc. Si tu te souviens, quand on avait fait la conférence sur le zinc, la vidéo sur le zinc, j'avais dit qu'il y a certains cas où on peut prendre du zinc
dans le cas d'un cancer et dans d'autres cas où on doit le prendre et dans beaucoup de cas où on ne doit pas le prendre. Et donc, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression, par rapport au cuivre, malgré que le cuivre est beaucoup moins étudié que le zinc. Donc, on trouve moins de données scientifiques sur le cuivre par rapport au zinc. Voilà, donc jusqu'à maintenant, il faut éviter, pour l'instant, les données qu'on a, il faut éviter le cuivre pour la supplémentation en cuivre pour des personnes, des patients cancéreux ou pour même des patients qui ont un risque plus élevé de cancer mais qui n'ont pas forcément le cancer. Il faut éviter aussi tout ce qui est donc suppléments et aliments riches en cuivre pour ce type de patient. Et d'ailleurs, même pour tout le monde, en fait, comme tu disais, on ne supplémente pas en cuivre si on n'est pas carencé en cuivre. C'est la même chose que le fer, par exemple. Oui. Et donc, tu as répondu en même temps à la question de Caroline, justement, qui nous posait la question du cuivre. Le cuivre était-il cancérigène? Mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler des différentes interactions? Au niveau des interactions, j'avais déjà cité quelques-unes. Oui. Donc, le zinc, par exemple, la compétitivité au niveau de l'absorption. Quand on dit l'absorption, ce n'est pas uniquement ici l'absorption intestinale, mais l'absorption au niveau des cellules tout court, c'est-à-dire absorption intestinale et ensuite, après absorption intestinale, pour que le cuivre pénètre dans les cellules. Donc, on a des transporteurs comme par exemple le CTR1 et d'autres transporteurs qui sont spécifiques pour le cuivre, mais on a d'autres qui sont communs avec le zinc. Et donc, c'est ce qui produit cette on va dire, compétition. Il y a le cadmium aussi qui a le même effet sur le cuivre que le zinc. Donc, apparemment, c'est par compétition. Le cadmium, c'est pas très clair, mais ça produit le même effet, en fait. Les gens qui sont intoxiqués au cadmium ne vont pas pouvoir bien absorber le cuivre. Et ça, c'est des études non pas chez les humains, mais in vitro, où on voit que des cellules qui sont intoxiquées au cadmium, qui contiennent du cadmium, absorbent beaucoup moins de cuivre que les cellules qui n'en contiennent pas. On a aussi d'autres interactions avec cette fois uniquement l'absorption intestinale, où là, on a notamment l'excès de fibres alimentaires, qui peut produire ça, surtout les fibres des céréales, par exemple. Pas une consommation normale, ordinaire, mais un excès de fibres, vraiment. Un excès de phytate également. Les sucres également peuvent diminuer l'absorption du cuivre. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'absorption du cuivre. Il y a aussi par rapport à la chélation, donc par rapport à la question juste avant, donc le molybdène qui produit apparemment une chélation du cuivre spécifiquement. Donc, ça aussi, c'est une autre interaction et une autre interaction aussi qu'on avait citée par rapport au fer. Donc, le cuivre améliore le transport et l'absorption du fer. Pas l'absorption de la lumière intestinale vers les entérocytes, mais plutôt des entérocytes vers la circulation portale. Okay, et ensuite, la circulation du fer également par l'intermédiaire de la céruloplasmine, comme je l'avais déjà expliqué avant. Et donc, il faudrait avoir des taux suffisants de cuivre pour ne pas avoir des problèmes de circulation du fer et donc, par conséquent, des problèmes d'anémie. Alors, dernière question pour moi, est-ce que tu peux nous parler des applications? Parmi les applications, alors l'application principale et en fait qui va déterminer tout le reste, c'est la carence en cuivre. Voilà. Quand il y a carence en cuivre, on avait parlé des symptômes, il y a la biologie aussi. Donc, quand il y a carence en cuivre, on supplémente en cuivre. Quand la carence est corrigée, on arrête la supplémentation. Donc là, il n'y a pas plus simple et plus concret. Sinon, on évite de se supplémenter en cuivre, même si, comme je le disais avant, les justifications métaboliques du fait que, par exemple, le cuivre fait partie ou ferait partie de la superoxyde dismutase et que ça a un effet antioxydant et que le patient a du stress oxydatif, on se dit on donne du cuivre pour améliorer ou pour diminuer le stress oxydatif, malgré que la personne n'est pas du tout carencée en cuivre. Ça, il ne faut absolument pas faire.
Et pareil pour tout ce que j'avais expliqué, métaboliquement parlant, ne vous dites pas le cuivre intervient pour tel et tel enzyme et tel truc, et donc on le donne même s'il n'y a pas de carence. Donc là, vous ferez plus de mal que de bien. Donc, tout ce qui va déterminer les applications du cuivre, ce sont toutes les problématiques qui sont dues à une carence en cuivre. Entre autres, par exemple, l'ostéoporose. Et là, encore une fois, je répète, je parle de l'ostéoporose qui est cuivre dépendante, qui est due ou qui s'accompagne, d'un déficit en cuivre. L'anémie aussi, il y a notamment l'anémie ferriprive qui pourrait s'accompagner d'un déficit en cuivre. S'il n'y a pas de déficit en cuivre, n'allez pas donner du cuivre pour ça. Il y a apparemment des données qui montrent qu'on peut avoir aussi des signes de déficit en vitamine B12 qui sont très similaires ou qui sont, pour certains, qui sont très similaires à ceux qu'on peut obtenir dans le cas d'un déficit en cuivre. Et en même temps, c'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, c'est qu'un déficit en B12 pourrait s'accompagner souvent d'un déficit en cuivre. Et donc, le déficit en B12 pourrait cacher le déficit en cuivre. Et dans ce cas-là, on sait que parmi les signes de déficit en B12, on a l'anémie mégaloblastique. Et donc, dans ce cas-là, si on voit que le cuivre est bas, on pourrait aussi le remonter avec une supplémentation adéquate. Pareil, on pourrait avoir aussi des problèmes de synthèse au niveau des neurotransmetteurs qui pourraient provoquer des problèmes de dépression, d'anxiété, de troubles de l'humeur, des problèmes de mémoire, etc. Et qui pourraient s'accompagner aussi de déficit en cuivre. Et à ce moment-là, il faudrait corriger le déficit en cuivre. Bien entendu, vous avez compris que ce soit pour l'ostéoporose ou l'anémie ou les problèmes d'ordre cognitif ou en rapport avec les neurotransmetteurs, le fait de corriger le cuivre ne suffit pas. Le fait de corriger le cuivre ne suffit pas. Il faudrait aussi intégrer ça dans un protocole complet pour cibler ces choses-là. Donc voilà, et du coup, tu peux peut-être répondre à cette question de Mariam qui nous dit donc les gens qui sont en carence en cuivre ne produisent pas de noradrénaline. Oui, ils sont en déficit de noradrénaline, tout simplement. Ça, c'est noradrénaline et adrénaline. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus confondre avec les hormones noradrénaline et adrénaline, donc périphériques, produits au niveau des médulo-surrénales, où là, c'est différent. Ça ne provient pas de la dopamine. Okay, c'est une autre voie métabolique. Là, on parle au niveau du cerveau, au niveau central, c'est-à-dire adrénaline, noradrénaline, en tant que neurotransmetteur. Eh bien, je jette un œil dans les dernières questions, dans les questions, et je pense que nous n'en avons plus. Voilà, nous avons répondu à tout le monde. Merci Amine pour ces explications toujours aussi détaillées, toujours aussi passionnantes et passionnées. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne semaine. Profitez des quelques rayons de soleil, si tant est qu'il y en ait de votre côté, pour sortir, pour bouger, pour respirer. Salut Amine, à la prochaine. Merci et très belle soirée, à la prochaine.